USA France Financials est un cabinet indépendant de gestion privée et patrimoniale vous offrant les avantages et services d'un cabinet à taille humaine ainsi que les ressources de grandes institutions. Nous sommes spécialisés dans l'accompagnement des Français et Franco-Américains qui se sont installés ici aux États-Unis. Aujourd'hui, nous accompagnons plus de 850 familles depuis 2010. Nous nous adressons à une clientèle ne sachant pas où elle se retrouvera dans l'avenir et lui permettons d'être proactive face à des problématiques fondamentales de planification par l'établissement de stratégies portables, flexibles et adaptées. Ces problématiques sont notamment les successions internationales, la retraite, les placements, les stratégies fiscales et la prévoyance. Notre équipe et nos réseaux de partenaires, que ce soit des avocats, des comptables, permettent d'avoir une vision globale sur votre situation patrimoniale internationale, que ce soit par exemple aux États-Unis ou en France. Cette double compétence nous met dans une position de force et nous permet de gérer toutes les problématiques possibles et inimaginables affectant l'avenir de nos clients. Nous accompagnons notre clientèle sur la longue durée, bâtissons avec eux des relations à vie et agissons d'une certaine manière comme leur propre family office. Nous utilisons un processus de planification très élaboré. Nous commençons par mettre nos clients dans une meilleure situation par le biais de stratégies d'ingénierie patrimoniale ou d'instruments fiscalement avantageux lorsqu'il s'agit par exemple de les aider à mieux planifier leur retraite, avant même d'aborder l'aspect tactique, c'est-à-dire des investissements purs, afin de s'assurer que ces investissements soient en ligne avec leur stratégie globale et compréhensible. Nous vous invitons à regarder notre vidéo sur Pourquoi choisir USA France Financials, dans laquelle nous vous expliquons plus en détail notre manière de procéder. De notre symposium sur le thème de la succession internationale franco-américaine. Alors, pour traiter ce sujet, nous avons l'honneur d'accueillir 3 experts. Maître Valérie de Vandré, donc avocate au barreau de Floride, Maître Guillaume Micolo, notaire et responsable du pôle clientèle internationale au sein du groupe Altémiste, situé notamment à Lyon, et Olivier Sureau, l'un des membres fondateurs du cabinet d'expertise comptable et fiscalité Jade Fiduciaire. Alors, Maître Valérie de Vandré est diplômée en droit en France et aux États-Unis. Son cabinet, The International Family Law Firm, se spécialise dans le droit de la famille, des personnes et des successions, et elle plaide régulièrement devant les tribunaux de Floride et est aussi un médiateur certifié par la Cour suprême de Floride. En tant que tuteur certifié, justement, elle assiste également les enfants maltraités. Maître Guillaume Micolo est spécialisé depuis près de 20 ans sur les questions patrimoniales dans un contexte international et notamment dans un cadre franco-américain. Donc, sa pratique couvre les domaines de planification successorale, bien sûr, investissement immobilier pour les non-résidents, problématiques matrimoniales et familiales transnationales, ainsi que l'expatriation et le retour en France. Enfin, Olivier Sureau est expert comptable et Certified Public Accountant, donc CPA. Il est cofondateur de Jade Fiducial, qui est une société de comptabilité et fiscalité pour les entreprises et particuliers, français et américains, basée notamment aux États-Unis. Avec plus de 20 ans d'expérience, il maîtrise parfaitement les traités internationaux et conventions bilatérales et va donc nous apporter son expertise sur l'aspect fiscal des successions internationales dans un contexte franco-américain. Aspect civil et fiscal des successions internationales entre la France et les États-Unis. Nous avons 1 heure pour traiter ce passionnant et vaste sujet. Donc, sans plus attendre, je vais tout de suite laisser la main à nos experts. Je vous retrouverai à l'issue de cette présentation. Pour ceux d'entre vous d'ailleurs qui auront des questions, n'hésitez pas à nous les adresser dans le chat de la session. À la fin de la présentation, nos experts veilleront à y répondre dans la mesure du possible avec le temps qui nous est imparti. Bonne conférence à tous. Merci Betty. Merci Betty. Alors, donc la présentation sera divisée en 2. La partie fiscale qui sera traitée effectivement par Olivier Sureau, qui est celle souvent qui est la plus connue parce qu'elle touche directement au portefeuille. Et puis le volet juridique, légal, qui sera traité par Valérie et par moi-même. Alors, qui est-ce qui va être typiquement concerné par cette présentation, donc les successions dans un contexte franco-américain ou les planifications successorales dans un contexte franco-américain. Typiquement, vous êtes soit français ou américain ou binational. Vous avez du patrimoine en France et ou aux États-Unis, quel que soit le patrimoine, immobilier, financier, œuvre d'art, peu importe. Vous habitez aux États-Unis ou en France et vous avez potentiellement de la famille aux États-Unis et ou en France.
Et si vous habitez aux États-Unis, vous pensez éventuellement repartir en France, passer votre retraite. Vous êtes en France, vous pensez partir vous installer aux États-Unis. Typiquement, dans ce cas-là, vous vous interrogez sur la meilleure façon de transmettre votre patrimoine dans les meilleures conditions juridiques, fiscales, mais également administratives. Et peut-être que vous inquiétez aujourd'hui d'une transmission qui n'aurait pas été préparée. Et si vous avez des enfants mineurs, la question va également se poser de la protection de ces enfants mineurs en cas de décès des deux parents. Et surtout, aux États-Unis, ça peut être très, très problématique. Alors, on traitera, comme je vous l'ai dit, deux volets. Le volet juridique d'abord et le volet fiscal. Concernant le volet juridique, Valérie va vous présenter comment se déroule une succession aux États-Unis. Je vous présenterai comment se déroule une succession en France. Et puis, on verra comment les deux s'imbriquent dans le contexte particulier franco-américain. Et également, on vous apportera un éclairage sur les différents outils de transmission qui existent, notamment testament, trust, etc. Et on verra de nouveau comment ces outils peuvent s'imbriquer dans le contexte franco-américain. Alors, je laisse la parole à Valérie, qui va vous expliquer comment se déroule une succession aux États-Unis. Alors, bonjour, oui. Alors, en effet, la succession aux États-Unis, il faut tout d'abord savoir qu'elle ne se déroule pas avec un notaire, puisqu'il n'y a pas de notaire civil. Il n'y a que les notaires floridiens qui ne sont pas du tout des avocats, qui ne sont pas allés en école de droit, donc ils ne peuvent pas administrer une succession. Donc, la succession en Floride se déroule avec la cour, avec l'aide de l'avocat, d'un exécuteur testamentaire qui s'appelle un personnel représentatif, qui a un testament ou pas, ok. Et donc le processus va se faire avec tous ces intervenants qui vont aider à distribuer la succession. Il va y avoir un inventaire qui va se faire, il va y avoir un paiement des dettes qui va aussi se faire. Et une fois qu'on a établi, on va dire, un inventaire où il n'y a plus de dettes payables, eh bien, on va distribuer la succession à tous les bénéficiaires, soit de droit, soit les bénéficiaires désignés dans un testament. Il faut savoir que pour les non-résidents, il va y avoir deux successions, une dont Guillaume va vous parler et une ancillaire, donc parallèle, qui va se dérouler ici si les gens qui étaient non-résidents floridiens ou américains ont des biens en Floride parce que le notaire civil français qui administre la succession en France ou au Canada n'a pas d'autorité sur le territoire américain. Les différentes procédures vont être basées sur la valeur, qu'elle soit parallèle ou qu'elle soit normale, celle d'être domiciliée aux États-Unis. C'est basé sur la valeur. Il y a une procédure simplifiée pour les patrimoines de moins de 75 000 $ et il y a aussi une traditionnelle, on va dire, une succession traditionnelle pour les patrimoines de plus de 75 000 $. Je ne vais pas parler des taxes ici puisque c'est Olivier qui vous en parlera, mais il faut savoir que tant que les taxes ne sont pas payées, l'administration ne peut pas être clôturée en droit de Floride. Donc ça, c'est très important à savoir, surtout pour les non-résidents où ça prend un peu plus de temps puisque le comptable, comme Olivier, doit faire valoir les traités franco-américains, etc. Donc des fois, on a parfois des délais assez importants. Pour les résidents, tant qu'on est en dessous des exemptions qui sont aujourd'hui très hautes, ça se passe beaucoup plus vite puisque on n'a pas affaire à l'ARS, qui est l'équivalent du Trésor public français. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, le rôle de l'avocat, le rôle du juge, le rôle du comptable, du représentant de la succession, tous ces intervenants vont travailler ensemble pour pouvoir appliquer soit le droit commun, soit ce qu'il y a écrit dans le testament. Voilà, en gros, c'est ça. Merci Valérie. Alors, côté français, effectivement, la procédure est un petit peu différente, puisque en France et en Europe de manière générale, c'est le notaire qui va s'occuper du règlement de la succession. Alors, on n'a pas, comme aux États-Unis, cet exécuteur, ce personal representative qui va faire le lien entre le défunt et les héritiers, parce qu'en France, les héritiers ont ce qu'on appelle la saisine. Ils sont saisis automatiquement, juridiquement, des biens du défunt. Mais il faut bien quelqu'un pour administrer la succession, et c'est le rôle du notaire. Alors, le notaire, quel est notre rôle ? Déjà, on va s'assurer de l'identité de toutes les parties, du défunt et puis des héritiers délégataires. On va également interroger en France le fichier central des dispositions de dernière volonté, puisqu'on le verra, on a un fichier en France central qui répertorie tous les testaments qui ont été déposés chez un notaire.
On écrit aux banques pour déterminer le solde des comptes, également voir s'il y a des prêts qui sont toujours en cours. On va solliciter les caisses de retraite pour savoir si le défunt avait droit à des choses ou pas. On va pouvoir également, éventuellement, régler le passif successoral, si ça nous est demandé par les héritiers. Et puis, on va rédiger certains actes, qu'on appelle des actes authentiques, donc des actes notariés. Le premier acte, alors, juste pour info, effectivement, l'exécuteur testamentaire en France n'a aucun rôle, n'a aucun pouvoir, en fait. On ne désigne quasiment pas dans les testaments, sauf très rares cas. Mais contrairement aux États-Unis, où c'est l'exécuteur qui va administrer la succession, en France, l'exécuteur testamentaire, en fait, s'assure juste que les volontés du défunt ont bien été respectées dans le testament. C'est tout, il n'a aucun rôle. Alors, le premier acte authentique que va rédiger le notaire, c'est l'acte de notoriété. L'acte de notoriété, c'est l'acte qui va préciser qui sont les héritiers, les légataires et quels sont les droits légaux des uns et des autres. C'est notamment ce document qui va permettre de débloquer les comptes bancaires. Sans ce document-là, les banques ne savent pas qui doivent recevoir les fonds, donc il n'y a pas de déblocage des fonds. On va également rédiger ce qu'on appelle l'attestation de propriété immobilière, qui est l'acte notarié qui va matérialiser le transfert de propriété en France sur un bien immobilier entre le défunt et les héritiers. On va également procéder à un inventaire des biens mobiliers avec une évaluation de chacun des biens. Et puis, on va également préparer la déclaration fiscale de succession, qui est le document dans lequel on va répertorier les actifs, le passif, et dans lequel sera calculé les droits de succession. Et puis enfin, on va procéder au partage des biens immobiliers lorsqu'il y en a en France. Alors, sachez qu'en France, la déclaration fiscale de succession doit être transmise à l'administration fiscale française, soit dans les 6 mois du décès, si le défunt est décédé sur le sol français, même s'il était en vacances en France. Malheureusement, vous avez beau être fiscalement domicilié à l'étranger, mais si vous venez en France, vous décédez en vacances ou pour un court séjour, eh bien, la déclaration de succession doit être déposée dans les 6 mois du décès. En revanche, lorsque le défunt est décédé à l'étranger, eh bien, on a 1 an pour déposer cette déclaration de succession. Alors, entre la France et les États-Unis, on a une approche, alors déjà au niveau de la procédure, mais déjà au niveau du droit des successions, c'est un petit peu le grand écart. Alors, est-ce que tu veux nous parler un petit peu, Valérie, du droit successoral rapidement aux États-Unis, en particulier en Floride? Alors, absolument, il faut savoir qu'aux États-Unis, nous n'avons pas vraiment d'héritiers réservataires et il faut aussi savoir que les époux survivants sont plus protégés que les enfants non mineurs. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aux États-Unis, on a ce qu'on appelle l'elective share en Floride. L'elective share, cela veut dire que tout l'épouse survivante a droit à 30% de tout le patrimoine dans le monde entier. Okay, ça inclut aussi certains trusts, les trusts non révocables et les trusts, certains trusts révocables dans certaines conditions. Donc, elle a droit à 30% de tout le patrimoine, même si le décédant l'avait complètement déshérité dans son testament, à condition que l'élective share on n'y est pas renoncé, donc l'époux survivant n'y est pas renoncé dans un contrat de mariage. Voilà. Okay. Donc ça, c'est très important. Donc l'époux survivant, si elle n'a pas renoncé à cette élective share, elle doit y renoncer de façon spécifique. Donc un contrat de mariage français ne marchera pas. Okay. Il faut qu'il y ait écrit renonciation à l'élective share. Cet époux survivant ou cet époux survivant aura droit à 30% de tous les biens, peu importe ce qu'il y a dans le testament. Le deuxième point de protection, c'est le homestead. Et dans le cadre, alors je ne parle pas du homestead avec les taxes, etc., ou même la protection contre les créditeurs. Je parle ici des effets du homestead en cas de succession, puisque c'est le thème aujourd'hui. Eh bien, le homestead, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui est mariée, à condition, encore une fois, que l'épouse n'ait pas renoncé à ce droit du homestead spécifiquement dans un contrat de mariage, n'a pas le droit de transférer ce bien homestead, donc la résidence principale, le homestead c'est la résidence principale, à qui que ce soit dans un testament ou même de la vendre sans l'accord de l'épouse. Si en plus il y a, alors la seule chose que cet époux peut faire, c'est faire un testament et le donner à l'autre époux. Là, c'est permis du moment où il n'y a pas d'enfant mineur.
Par contre, s'il y a des enfants mineurs, c'est une interdiction totale. On peut la vendre, évidemment, avec l'autorisation de votre époux, mais on ne peut pas en disposer dans un testament. Et ça, c'est très important à savoir. S'il y a des enfants mineurs, on ne peut rien faire avec le homestead. Et ça vise à protéger, en fait, la résidence principale de quelqu'un qui est le seul propriétaire. Il faut que la personne soit la seule propriétaire, de quelqu'un qui est le seul propriétaire et qui voudrait, en fait, déshériter tout le monde. Voilà. Mais c'est tout. Il n'y a pas d'autre protection, si vous voulez, vraiment importante au niveau des enfants mineurs. Et les enfants majeurs ne sont pas protégés du tout. Voilà. Ouais. Alors, contrairement à ce qui se passe effectivement en France, parce que les enfants et leurs descendants bénéficient de la réserve héréditaire. La réserve héréditaire, c'est quoi ? C'est la portion que les enfants doivent forcément recevoir dans le cadre d'une succession et dont ils ne peuvent pas être privés. Alors, on a donc la réserve héréditaire. La quote-part de réserve va dépendre du nombre d'enfants. Et à côté de ça, vous avez quand même une partie dont vous pourrez disposer librement, qu'on appelle la quotité disponible. Alors, cette réserve au profit des enfants, s'il y a un enfant, la réserve est de moitié, c'est-à-dire que 50% du patrimoine du défunt doit revenir à l'enfant. S'il y a 2 enfants, cette réserve est des 2 tiers. Donc, il y a 2 tiers qui doivent revenir aux 2 enfants, donc 1 tiers chacun, et 1 tiers de quotité disponible. Et lorsqu'il y a 3 enfants, eh bien, la réserve est des 3 quarts, donc 1 quart pour chacun des enfants, 1 quart pour la quotité disponible, et au-delà, eh bien, ça reste 3 quarts. Donc, s'il y a 5 enfants, eh bien, la réserve sera toujours de 3 quarts, donc 3 quarts à diviser entre 5 enfants. Le conjoint en France, le conjoint survivant, n'est pas héritier réservataire en présence d'enfants. Le seul cas où il devient réservataire, c'est lorsqu'il n'y a pas d'enfants, le couple n'a pas eu d'enfants, et donc à ce moment-là, le conjoint, la réserve du conjoint est de 1 quart. Et si, notamment, lorsqu'il y a eu des donations ou des legs par testament, au jour du décès, on s'aperçoit bien que cette part de réserve des enfants ou du conjoint éventuellement a été violée, eh bien, les réservataires bénéficient de ce qu'on appelle l'action en réduction. L'action en réduction qui va venir réduire les legs qui ont été faits, les attributions qui ont été faites à des tiers, et c'est une action qui se fait devant les tribunaux, et on va dire, voilà, j'ai été lésé, je n'ai pas reçu ma réserve, merci de bien vouloir faire en sorte qu'elle me soit attribuée. Voilà. Donc, grande différence avec les États-Unis. Donc, de ce que je comprends, Valérie, c'est aux États-Unis, donc notamment en Floride, les enfants majeurs ne sont pas protégés, donc liberté testamentaire totale sur le sujet. Le conjoint bénéficie de l'élective share, c'est une sorte de réserve, alors qu'en France, eh bien, au contraire, les enfants ont la réserve héréditaire et le conjoint, lui, en revanche, n'est pas protégé. Alors oui, et une chose que j'avais oublié de noter aussi, il faut savoir que le homestead, c'est-à-dire ça donne aussi, même s'il y a un testament qui dit le contraire, ça donne droit à un life estate, donc un usufruit à l'époux survivant, sur la résidence principale. Et l'époux survivant a aussi l'option de choisir, donc elle peut soit choisir l'usufruit pendant toute sa vie, elle peut aussi choisir de prendre 50% de la propriété. Voilà, c'est une option qui lui est offerte. Et elle doit en général faire ce choix dans les 6 mois après le décès. D'accord, donc un conjoint plutôt bien protégé. Voilà. Alors, donc pour savoir si vous, en face de l'écran, vous allez être soumis soit aux règles américaines ou aux règles françaises, eh bien, il va falloir déterminer la loi successorale qui va s'appliquer. La loi successorale américaine ou la loi successorale française. On ne parle pas de fiscalité ici. La loi successorale, c'est le volet civil, le volet juridique. Et au-delà de ces questions de réserve héréditaire, la loi successorale, c'est aussi celle qui va déterminer qui aura vocation à hériter dans quel ordre. Par exemple, est-ce que c'est plutôt le conjoint et après les enfants, ou est-ce que ce sont d'abord les enfants et le conjoint qui héritent? Quelle sera la quote-part reçue par chacun? Quel État sera compétent pour régler la succession? Quels vont être les pouvoirs des administrateurs? Parce qu'on a vu que si c'était la loi française qui s'appliquait, l'exécuteur n'a aucun pouvoir, alors que si c'est la loi américaine successorale qui s'applique, là, les exécuteurs ont un vrai pouvoir d'administration de la succession. Et puis, c'est également la loi. Attention, sous contrôle judiciaire. Oui, sous contrôle judiciaire. Oui, tout à fait. Et puis, donc, typiquement, la loi successorale, c'est la loi qui permet de répondre à la question, qui reçoit quoi, selon quelle quotité et quelle procédure. De nouveau, on ne parle pas de fiscalité, c'est très important ici, ce sera traité par Olivier dans la deuxième partie.
Et donc, cette loi successorale, comment est-ce qu'on va faire pour la déterminer? Comment on va faire pour savoir si on est soumis au droit français ou au droit américain? Eh bien, en France, pour savoir quelle loi va s'appliquer, eh bien, on doit regarder le règlement européen sur les successions. Le règlement européen sur les successions, il a été ratifié par tous les pays de l'Union européenne. C'est le règlement, il a été ratifié en 2015. Et ce règlement, les dispositions du règlement prévoient quoi? C'est l'article 4, prévoit que la loi qui doit s'appliquer à la succession, c'est la loi de la résidence habituelle du défunt au jour du décès. D'accord? Et quelle que soit la composition du patrimoine et sa localisation, que le patrimoine soit composé d'actifs immobiliers, d'actifs financiers en France, aux États-Unis ou à l'étranger, c'est la loi de la résidence habituelle. Et on verra après les petits exemples qui permettent de voir comment on articule tout ça. Donc ça, c'est le volet français. Donc ça veut dire que très concrètement, même s'il y a du patrimoine en France, eh bien la France va se départir de sa compétence, puisque c'est la loi de la résidence habituelle du défunt qui va s'appliquer. Et bien s'il habite à l'étranger, ce sera le droit étranger. Mais il faut aussi regarder ce que dit le droit étranger. Et typiquement, la Floride. Alors oui, effectivement, pour tout ce qui est bien immobilier, c'est la loi du lieu de situation, où se situe le bien immobilier. Et en ce qui concerne les biens mobiliers, c'est la loi du dernier domicile du défunt qui est quand même assez ouverte à interprétation puisqu'on est dans un système de droit jurisprudentiel. Donc, on peut l'appliquer parfois de façon flexible, mais en général, c'est là où la personne a tous ses intérêts. C'est ce qui va permettre de déterminer quelle est la loi du dernier domicile du défunt. Et encore une fois, ça c'est dans le cadre où il n'y a pas de testament. Ouais. Alors attention, donc ce qui est bien, les biens mobiliers, c'est tout ce qui n'est pas immobilier. Donc typiquement, ça va être les actifs financiers, les liquidités, les véhicules, œuvres d'art, bijoux, meubles blancs, tout ça. Et même les sociétés immobilières, on le verra. Une société, vous détenez des parts dans une société qui a des biens immobiliers, on le verra avec la France, eh bien, ce sont des biens meubles, ce n'est pas des biens immobiliers. Donc, une fois qu'on a dit ça, eh bien, comment est-ce que ça va s'articuler dans le contexte franco-américain? On a pris des exemples, un petit peu clichés, mais bon, c'est des cas pratiques qu'on a eu à traiter. Là, on va prendre le cas, prenez le cas du dessus. Vous avez un couple de Français, c'est le petit drapeau au-dessus de la tête, qui a son domicile en Floride et qui est propriétaire d'un bien immobilier en Floride, c'est la petite maison, et puis de liquidités, c'est les dollars, liquidités qui se trouvent dans des banques en France et dans des banques aux États-Unis. Et bien, imaginez qu'il y a un décès. Le couple décède, et bien, pour savoir quelle loi va s'appliquer à la succession, et bien, on va appliquer, comme je vous dis, il faut être on va appliquer le règlement européen qui nous dit quoi? La loi qui s'applique à la succession, c'est la loi de la résidence habituelle. Donc nous, en Europe, on va se poser la question, pas qu'il y ait des comptes bancaires en France, donc on va se poser la question. Moi, notaire français, je vais dire, c'est le droit américain de l'état du domicile qui va s'appliquer. Donc domicile en Floride, droit de Floride. Mais on regarde ce que dit le droit de Floride. Le droit de l'état de Floride nous dit quoi? Nous dit que pour les biens meubles, c'est la loi du domicile qui s'applique. Donc les biens meubles, c'est typiquement les liquidités, qu'elles se trouvent en France ou aux États-Unis, peu importe. Ce sera également les meubles blancs. Pour les biens meubles, c'est la loi du domicile, donc la loi de l'État de Floride. Et pour les biens immeubles, c'est la loi du lieu de situation du bien immeuble. Là, on a un bien immobilier qui est situé en Floride, donc droit de l'État de Floride. Donc ça veut dire que là, on aura l'application du droit de Floride sur l'ensemble du patrimoine des époux, quand bien même il se trouverait en France. Alors, j'ai marqué sans planification, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne fait rien de particulier, il y a eu un décès, eh bien, le droit de Floride trouvera à s'appliquer sur ces actifs-là. Et on verra ce que dit le droit de Floride juste après. Le cas du dessous, un petit peu différent, où là, les époux de nouveau de nationalité française, domiciliés aux États-Unis, ont cette fois-ci un bien immobilier en France. Alors, de nouveau, notaire français, je m'interroge, quelle loi s'applique à la succession? Le règlement européen me dit loi de la résidence habituelle, loi de l'État de Floride. La Floride nous dit quoi? Pour les biens meubles, loi du domicile. Donc les biens meubles, typiquement, j'ai des liquidités aux États-Unis et j'ai des œuvres d'art en France, biens meubles, loi du domicile, loi de l'État de Floride. En revanche, l'État de Floride nous dit, pour les biens immobiliers, c'est la loi du lieu de situation du bien immobilier qui doit s'appliquer. Puisque le bien est en France, eh bien, j'ai un renvoi du droit américain vers le droit français, et le droit français va accepter ce renvoi.
Hein, donc, le droit français va accepter cette nouvelle compétence sur l'immobilier. Et donc là, typiquement, je vais avoir 2 successions qui vont s'ouvrir indépendamment l'une de l'autre, avec 2 lois différentes. Pour les meubles, loi successorale américaine. Pour l'immeuble, droit successoral français. Donc, pour la loi successorale américaine, toutes les règles qu'a rappelé Valérie sur la réserve ou pas du conjoint. Et on verra un petit peu après en l'absence de testament, pardon. Et puis en France également, les dispositions hors testament, puisque là, il y a un décès qui a été fait sans planification. On va se retrouver effectivement avec, de toute façon, la réserve des enfants. Dans l'autre sens, ça fonctionne aussi pour des gens qui ont leur résidence, alors je vais aller plus vite, leur résidence en France et qui pourraient avoir éventuellement du patrimoine encore aux États-Unis, typiquement des Français qui ont habité aux US, qui ont gardé des comptes bancaires aux États-Unis et qui sont revenus s'installer en France. En cas de décès, nous, on va dire de nouveau loi de la résidence habituelle. Ils ont leur nouvelle résidence habituelle en France, droit successoral français, avec les notions de réserve. Le droit français qui va s'appliquer également sur les liquidités bancaires qui se trouvent aux États-Unis. La Floride dit domicile, donc c'est bien domicile en France, droit français. Mais alors après, il faut faire une distinction entre la loi applicable à la succession et puis très concrètement, comment je vais aller chercher les actifs bancaires aux États-Unis. Parce que ça va être bien beau de dire à la banque américaine, c'est le droit français qui s'applique à la succession, merci de bien vouloir virer les fonds à telle ou telle personne. Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Pas possible. De quoi ? Ça ne va pas être possible. En général, justement, c'est là où on fait une succession ancillaire, parallèle, parce qu'ils ont tellement peur de se faire poursuivre qu'ils demandent un jugement ou quelque chose comme ça. C'est ça. Donc, le notaire français n'a aucune chance de récupérer les fonds. Et donc, il faut passer par une procédure locale. Donc, il faut aller voir Valérie pour qu'une procédure soit ouverte localement, une procédure successorale localement, pour qu'il y ait un probate, pour qu'effectivement les fonds soient transmis aux bénéficiaires. Alors, très concrètement, là, on a eu des décès sans optimisation particulière. On est décédé, on n'a rien préparé, on se voit appliquer soit le droit de Floride, soit le droit français sur tel ou tel bien. Donc Valérie, est-ce que tu peux nous dire ce que va récupérer le conjoint en absence de testament ? Alors, comme s'il n'y a pas de testament, la loi de droit commun, dans ce qu'on a dans les statuts, aucun descendant, l'époux survivant prend la totalité. Descendant du même union, c'est-à-dire même lit, les enfants, il n'y a pas d'enfant d'une autre union. Pareil, le conjoint survivant prend la totalité. Par contre, s'il y a des descendants issus d'unions différentes, un enfant d'un premier union avec divorce, le conjoint survivant reprendra que 50%. Sachant que, attention, je veux bien préciser, ça ce sont pour les biens dont le décédant n'avait qu'en son nom, parce qu'en Floride, si elle est de nom, le conjoint survivant prend la totalité, peu importe les testaments, peu importe quoi que ce soit. Donc, un compte joint, le survivant prend la totalité, même s'il y a des enfants issus d'autres unions. C'est comme ça, c'est la loi. Et sachant aussi qu'aux États-Unis, il faut le savoir, c'est très important, on peut nommer des bénéficiaires comme des assurances vie françaises quand on a des comptes d'investissement, des comptes bancaires, des comptes retraite, Donc, il y a énormément de produits bancaires qui permettent de nommer des bénéficiaires directement sur les documents de la banque. Et si c'est le cas, ni le droit commun, ni les testaments ne vont pouvoir éviter ce qu'il y a marqué, les bénéficiaires nommés dans les produits bancaires. Voilà. Ouais. Ça, c'est une super solution. En France, on ne peut pas désigner de bénéficiaires sur les comptes bancaires. Et donc, on s'en remet soit au Code civil, soit effectivement aux dispositions testamentaires. Alors, en France, si effectivement le droit successoral trouvait à s'appliquer dans le cadre de votre succession, on l'a vu notamment sur le bien immobilier situé en France, le conjoint va avoir des droits. Alors, en absence de testament en France, c'est le Code civil français qui prend le relais. D'accord ? Et le Code civil nous dit quoi ? Il nous dit que lorsque le défunt laisse des enfants communs, le conjoint aura le choix de prendre soit 100% en usufruit de la succession, donc en usufruit, c'est-à-dire qu'il aura le droit d'usage des biens et de percevoir les revenus, ou alors il pourra choisir plutôt un quart en pleine propriété. S'il y a eu des enfants d'unions différentes, cette fois-ci, le conjoint ne pourra en prendre qu'un quart de la succession. Si le défunt laisse ses pères et mères, mais qu'il n'y a pas d'enfants, le conjoint a droit à 50% des acquis de succession.
Si le défunt ne lève que son père ou sa mère, le conjoint aura droit à 75% de la succession. Et si le défunt ne laisse ni descendance, donc ni enfant, ni père, ni mère, eh bien, le conjoint récupère 100% de la succession, sauf si la succession est composée de biens de famille, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le défunt a reçu de ses parents, par donation ou succession, des biens familiaux. Et dans ce cadre-là, eh bien, les frères et sœurs, s'il y en a, auront le droit de récupérer certains des actifs. Et dans ce cas-là, donc, le conjoint ne récupérera pas 100% des actifs. Donc ça, c'est ce qui se passe en l'absence de testament. Donc on voit que voilà, ce n'est pas forcément optimum en termes de transmission. Et d'où l'intérêt de mettre en place des outils de transmission, et notamment le testament, qui est l'outil le plus connu dans le monde. Est-ce que tu veux dire un mot, Valérie? Non, pour l'instant ça va parce on a d'autres pages et puis il faut qu'on se dépêche un peu. On a d'autres pages où. Je vais faire vite. Donc le testament, effectivement, c'est l'outil qui est le plus reconnu dans le monde entier. On peut exprimer ses souhaits. Donc la petite statuette en terre cuite à transmettre à la Tantanie, etc. On va pouvoir avantager ou désavantager certaines personnes, augmenter les droits du conjoint ou les réduire, transmettre à ses enfants qui n'ont droit à rien, on l'a vu notamment droit américain. Et puis donc ça va permettre d'éviter de se voir imposer les dispositions légales. Et on le verra, ça permet également de faire un choix de loi applicable à sa succession. De nouveau, alors attention, on ne peut pas choisir sa fiscalité, mais on peut choisir dans certains cas la loi applicable à sa succession. Alors en revanche, est-ce que tu veux nous dire à quoi ressemble un testament américain et comment ressemble un peu à ça en fait. Alors nous, ils ne sont pas écrits à la main, on essaye d'éviter ça, surtout que s'ils sont écrits à la main sans la présence de deux témoins signataires, il n'est pas valide. On appelle ça des testaments oligarques qui ne sont pas valides. Donc, en général, c'est l'avocat qui le prépare, bien qu'il y ait des gens qui l'achètent à Costco ou je ne sais pas quoi, ou en ligne. Bon, c'est possible aussi. Voilà. Et très important pour nous, pour qu'il soit valide, il faut qu'il y ait la présence de deux témoins signataires. Et pour qu'il soit vérifié, c'est-à-dire que lorsqu'on va commencer la procédure de probate, on n'est pas besoin d'amener tous les témoins pour témoigner, etc. Il faut qu'ils soient vérifiés, et la notarisation avec les témoins, le testateur, c'est-à-dire la personne qui signe le testament, que tout le monde soit en présence, permet, si vous voulez, au testament d'être accepté très rapidement en cours. Il faut aussi savoir que ce n'est pas l'avocat qui garde le testament. On n'a pas de registre central, donc c'est le client qui le garde. On recommande de donner des copies parce que les copies peuvent être authentifiées par la cour. Il faut aussi savoir que si quelqu'un après le décès, si quelqu'un a en sa possession un testament, cette personne doit l'amener à la cour et le déposer, puisqu'on doit déposer les originaux à la cour. Voilà. Et voilà. Super. Alors, en France, ça n'a rien à voir. En France, le testament, il est souvent préparé par le notaire. Et nous, au contraire, je veux dire 80, même 95% des testaments, ce sont des testaments holographes, donc qui sont écrits de la main du testateur. Et donc, il l'écrit à la main, il le date, il le signe, il me l'envoie par la poste ou il me le dépose. Et ce testament, je le mets au coffre. Et on va également l'enregistrer auprès du FCDDV. C'est le fichier central des dispositions de dernière volonté. C'est-à-dire que moi, je vais indiquer dans ce fichier que monsieur Untel a déposé un testament chez moi à telle date. Alors, on ne dit pas ce qu'il y a dans le testament, mais on dit juste que monsieur a déposé un testament. Et si dans 10, 15, 20, 30 ans, la succession est ouverte par un autre notaire, moi, je suis à Lyon, la succession est ouverte par un notaire à Bordeaux, eh bien, le notaire a l'obligation d'interroger ce fichier central. Il va voir qu'il y a un testament qui est déposé chez moi. Il va me demander, je lui envoie. D'accord ? Et typiquement, le testament que vous avez là, c'est le testament de Johnny. C'est un des testaments de Johnny Hallyday. Vous savez, l'affaire qui a un peu défrayé la chronique, où on avait justement cette question de savoir où était la résidence habituelle de Johnny, parce que Johnny voulait avoir le droit de Californie, où il disait avoir eu sa résidence habituelle. Pourquoi ? Parce qu'en Californie, il n'y a pas de notion de réserve héritière non plus des enfants. Et on voit là dans le testament qu'il voulait tout léguer à Laetitia, à son épouse. Et puis évidemment, la partie adverse a dit non, il n'avait pas sa résidence habituelle
en Californie, mais en France, ou en France, on a la réserve héréditaire. Voilà. Donc, d'où le débat sur où se trouvait la résidence habituelle de Johnny. Voilà. C'est un de ses testaments qui a été rédigé en 2014. Donc, après, dans le contexte franco-américain, comment on fait? Combien est-ce qu'il faut faire de testaments? 1, 2, 3 ou 4? Ça va dépendre. Ça va dépendre de la situation. Premier cas, là, je reprends les cas dont on a parlé précédemment. La famille en haut, où en fait, tout le patrimoine était régi par le droit successoral américain. Le compte bancaire français, immobilier aux États-Unis, liquidité aux États-Unis. Et bien là, puisque c'est le droit successoral de l'État de Floride qui va s'appliquer, évidemment, on va faire un testament chez Valérie, testament américain, qui sera parfaitement applicable et valable en France sur les comptes bancaires français le jour où il faudra libérer les fonds. Moi, je n'ai aucun souci à recevoir un testament américain et de dire à la banque, voilà, le droit américain s'applique, je fais une opinion juridique, le droit américain s'applique, les bénéficiaires, c'est telle ou telle personne, merci de livrer les fonds. D'accord ? Deuxième cas, c'est le cas où il y avait un bien immobilier qui était situé en France et on s'était dit que le droit français s'appliquait sur le bien immobilier français et le droit américain sur le reste. Et là, typiquement, on peut faire 2 testaments. Sur le bien immobilier français, je vais faire un testament qui va respecter le droit successoral français, mais je vais pouvoir augmenter les droits du conjoint par rapport à ceux, on l'a vu, qui sont prévus par le Code civil, pouvoir augmenter les droits du conjoint. Je vais pouvoir déshériter mon conjoint sur le bien immobilier français, parce qu'en France, le conjoint n'est pas héritier réservataire, et donc je vais faire un testament français. Et puis, pour les actifs dont la transmission sera régie par le droit de l'État de Floride, Valérie fera un testament. Le plus important, c'est quoi? C'est que la rédaction soit coordonnée. C'est hyper important, parce que souvent, ce que je vois, c'est que quand il y a des testaments comme ça dans plusieurs pays, la première phrase qui est mise dans le testament, c'est « Ceci est mon testament qui révoque toute disposition prise antérieurement ». Donc, typiquement, si je ne sais pas que le client a fait un testament chez Valérie et que moi, je fais un testament français et que je dis ça révoque tout, ça va révoquer le testament américain. Donc, il faut absolument coordonner la rédaction entre les 2 professionnels pour que, déjà, on ne se révoque pas l'un l'autre et que chacun des testaments soit bien circonscrit aux biens sur lesquels ils sont censés s'appliquer. Ça, c'est hyper important. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs dans beaucoup de cas avec Guillaume. Oui, exactement. Et au passage, je veux préciser que le testament de Johnny n'est pas du tout valide en Floride. Okay, il n'y a pas de 2 témoins, il n'y a que sa signature, donc c'est un testament qui ne serait pas reconnu en Floride. Mais attention, le droit de Floride est différent du droit californien. Donc, il peut être valide en Californie, mais en Floride, on n'a pas les 2 témoins. Il n'est pas valide. Il est écrit à la main. Il n'y a pas les 2 témoins. Ce n'est pas valide. Bon, c'est un testament parmi les 5 ou 6 qu'il avait. Oui, non, mais je précise. C'est une catastrophe. Pour savoir, parce que j'ai des gens qui sont venus me voir parfois avec des testaments qui ressemblaient à ça. Et ils m'ont dit, voilà, je suis l'héritière. Et malheureusement, et la personne qui était décédée n'avait aucun héritier. C'était des amis. Elle avait fait ce testament. Elle vivait en Floride. Elle croyait que ces personnes allaient hériter, elles n'ont pas hérité et on n'a personne pour en hériter. C'est dommage, quoi. C'est du gâchis. Ouais. Donc, effectivement, consulter des professionnels de part et d'autre de l'océan, de l'Atlantique. Dernier cas de planification, après on passe au volet fiscal. On a vu dans le cas de clients qui avaient de l'immobilier en France, là on prend la distinction, monsieur est de nationalité américaine. Là on a changé un peu la donne. On a vu dans le premier cas, on pouvait avoir 2 lois applicables et donc un beau testament français, un beau testament américain. Mais je vous ai dit que dans un testament, on pouvait également faire un choix de loi successorale. Ça, c'est autorisé par le règlement européen sur les successions. Et donc, ce qui se passe souvent, c'est que les clients qui sont de nationalité américaine ou qui sont français aux États-Unis depuis longtemps, qui sont habitués au fait qu'il n'y a pas de réserve héréditaire, qu'on peut transmettre à qui on veut, qu'en priorité, ça va au conjoint et puis les enfants recevront au 2e décès, il est possible de faire en sorte que ces gens retrouvent un peu le même mécanisme en France. Et typiquement, au lieu d'avoir, comme c'est le cas dans le cas du dessus, la loi successorale française applicable sur le bien immobilier en France avec un testament français, on peut, dans son testament américain, dire qu'on va choisir la loi applicable à sa succession. Alors, le choix n'est pas multiple, on peut choisir que le droit de sa nationalité. Et donc, monsieur, qui est de nationalité américaine, pourra, dans son testament américain, avec le bon petit paragraphe, le bon wording, pour faire référence au règlement européen sur les successions, dire, moi, je choisis
le droit de ma nationalité, le droit américain, de l'État de Floride, pour l'ensemble de mon patrimoine. Et typiquement, il pourra prendre les dispositions qu'il souhaite conformément au droit américain. Et typiquement, passer outre la réserve française. Alors, il y a certaines limites, mais bon, on n'est pas là pour en parler. Donc, c'est-à-dire que là, on peut homogénéiser, on peut uniformiser le droit applicable, le droit américain, sur l'ensemble du patrimoine, même l'immobilier français. Ça ne pose aucun problème. Rapidement, la donation entre époux française, si vous en avez une, sous forme notariée, ça fonctionne très mal à l'international. Et notamment, si vous avez le petit mot, vous regarderez, s'il y a marqué que votre donation entre époux s'applique à l'universalité des biens, eh bien, ça ne fonctionnera pas bien. Parce que l'universalité des biens, c'est quoi? C'est l'ensemble de votre patrimoine, en France et aux États-Unis. Or, la donation entre époux, c'est un document qui est très franco-français, très particulier, ne trouvera pas à s'appliquer aux États-Unis et il viendra souvent collisionner les testaments américains ou les trusts qu'il pourrait y avoir aux États-Unis. Donc, si vous avez une donation entre époux française, il faut la révoquer. Et donc, vous me passez consultez d'abord. Pardon? Consultez d'abord. Oui, non, mais consultez. Non, mais évidemment, enfin, ils ne pourront pas la révoquer tout seuls, mais consultez, parce que dans un contexte national, à 99,9% des cas, ça ne fonctionnera pas. Valérie, les outils américains particuliers. Je vais parler très très vite, voilà, des outils américains. Le trust, qu'est-ce que c'est? C'est une fiducie. C'est un outil, oui, de transmission, mais il n'est pas toujours recommandé. Attention, ok. C'est très à la mode, mais ça, des fois, ça complique les choses. Ça crée de la procédure administrative supplémentaire. Donc, consultez bien avant de faire un trust. Il est très recommandé par contre quand il y a des enfants mineurs. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que les enfants mineurs, s'ils héritent de plus de 15 000 $, eh bien, il faut ouvrir une tutelle. Donc, d'avoir un trust qui va recevoir votre héritage pour pouvoir ensuite le manager et le distribuer plus tard quand les enfants auront atteint un certain âge, par exemple 25 ans, 23 ans, enfin en tout cas quand ils sont majeurs, va éviter non seulement la tutelle au niveau du patrimoine, mais va pouvoir aussi éviter, si vous voulez, que les enfants de 18 ans se retrouvent avec, par exemple, 3-4 millions de $. Okay? Donc, ça permet de retarder la distribution si les enfants ne sont pas prêts, mais ça permet aussi de le manager et d'éviter une tutelle qu'on appelle ici guardianship. Okay? Et ça, c'est pour les biens. Il existe vraiment deux grands types de trusts, les trusts révocables et les trusts irrévocables. Les trusts révocables, c'est vraiment dans certaines situations bien particulières. Le trust révocable, beaucoup de gens les ouvrent, il peut être révoqué à souhait. Et le trust révocable, si vous voulez, on peut le créer aujourd'hui, mettre tout son patrimoine dedans, et puis au décès, il n'y aura pas de probate, il n'y aura pas de procédure d'administration, puisque tous les biens sont déjà dans le trust. Mais on peut aussi décider que ce n'est qu'au décès qu'un trust sera créé pour les enfants, on appelle ça un trust testamentaire, sera créé pour les enfants s'ils ont moins de 25 ans, par exemple, ou moins de 18 ans, pour éviter la tutelle. Donc, on va aller en probate, il va y avoir un inventaire, il va y avoir tout ça, et c'est à ce moment-là que le trust va recevoir les biens qui vont être gérés pour le bien-être et le bénéfice des enfants, de leur éducation, etc. Okay? Alors ça, c'est que pour les biens. Pour les enfants, on peut aussi choisir qui va être le gardien des enfants en cas de garde. Et ça s'appelle le pre-need guardianship. C'est un document extrêmement important qui n'est pas très cher et qu'on peut enregistrer en plus au tribunal. Donc, si l'enfant perd ses deux parents, ce document, il va y avoir le numéro de sécurité sociale des enfants qui va être enregistré avec le tribunal et ce document, et le juge va donner priorité au choix des gardiens de la personne, gardiens de la personne qui vont pouvoir s'occuper des enfants. Ensuite, nous avons le certificat d'inaptitude, le mandat d'inaptitude. On a des mandats d'inaptitude simplement pour manager les biens et les finances de la personne qui a perdu sa capacité. Et on a aussi, si vous voulez, des sortes de mandats d'inaptitude pour le médical. Si la personne ne peut pas exprimer ses souhaits et qu'il faut que quelqu'un décide le côté médical, une opération, pas d'opération, etc. Okay? Donc, ce sont des documents différents. Un document qui s'appelle le Living Will et le Healthcare Surrogate pour le médical, le Durable Power of Attorney pour le
pour les finances. Attention, les mandats d'inaptitude étrangers ne sont pas reconnus de droit aux États-Unis. Okay, donc ça, autant vous ne pouvez avoir qu'un testament qui va être reconnu en Floride s'il est écrit correctement, selon la loi de Floride, donc fait par un notaire, de témoins, etc. Autant les mandats d'inaptitude, je vous le dis, ne vont pas être reconnus en Floride. Okay, et il va falloir ouvrir une tutelle pour gérer les biens des personnes. Voilà, je me dépêche. La tenancy parliamentarity, c'est la tenancy, c'est l'indivision maritale où un des époux récupère tout. Je me dépêche parce que sinon Olivier ne va pas avoir de temps. Ouais, super. Merci Valérie. Merci Guillaume, merci Valérie. Alors je vais partager de mon côté mon écran. Voilà, je vais vous le mettre en mode écran. Donc maintenant on va parler de fiscalité. Je vais essayer d'être le plus bref possible pour répondre quand même à 2 ou 3 questions à la fin, parce qu'on a encore, je crois, 15 minutes. Alors, quand on parle de fiscalité franco-américaine, déjà, il faut savoir qu'on a une très, très bonne convention fiscale qui a été conclue entre la France et les États-Unis. Et elle a été modifiée à plusieurs reprises, sachant que le dernier amendement date de 2004. Elle nous donne un certain nombre d'avantages fiscaux assez importants. Et il faut savoir que les États-Unis n'ont conclu que 8 conventions fiscales sur les successions et donations avec les pays du monde entier, et la France en fait partie. Donc ça, c'est vraiment notre base de tout. Ça sera notre convention fiscale entre nos 2 pays. Donc d'abord, il faut parler de droit interne. Quand on parle de fiscalité sur les donations et successions, il faut savoir les critères de résidence fiscale. Donc on a 2 critères en jeu ici. On a le critère français, qui est considéré, alors on parle de domicile fiscal, en fiscalité des successions et donations, qui est considéré étant domicilié fiscalement en France. En France, on a 2 notions, dans 2 cas de figure, on va être considéré comme étant domicilié. Premier cas de figure, c'est le lieu de domicile de la personne qui décède. Si le défunt était domicilié fiscalement en France, alors l'intégralité de sa succession sera taxable. Quand je dis il sera taxable, bien évidemment, aux bénéficiaires. Et ça, ce sera une taxation sur le patrimoine mondial. Ou alors, deuxième cas de figure, vous pouvez même vous retrouver dans une situation où le défunt n'est pas domicilié fiscalement en France, mais les bénéficiaires, c'est-à-dire les enfants, habitent en France. Et donc là, on peut avoir un enfant qui habite en France, un enfant qui habite aux États-Unis. Normalement, en droit interne, et là, je vais vous parler de la convention après, en droit interne en France, la France pourrait dire, sur la quote-part qui revient aux bénéficiaires résidents fiscaux français, sa quote-part mondiale devra être taxable en France. Ça, c'est le critère français qui repose à la fois sur un critère de domicile de la personne qui décède, mais aussi de domicile de la personne qui bénéficie de cette succession. Du côté américain, c'est un critère qui est assez, je dirais, plus subjectif. Vous savez qu'on a une notion de résidence fiscale aux États-Unis qui est essentiellement liée à la présence physique. Quoi qu'on en dise, on pense souvent s'il y a la carte verte, ce n'est pas le cas. C'est lié à une présence physique. Donc, une personne qui passe en moyenne au cours des 3 dernières années 6 mois par an aux États-Unis sera résident fiscal et taxable sur ses revenus mondiaux aux États-Unis. D'un point de vue fiscalité, succession et donation, on va regarder est-ce que cette personne est là pour rester. Donc, le fait qu'une personne soit domiciliée et résidente fiscale américaine, et donc que cette personne passe un certain nombre de jours par an et paye ses impôts sur les revenus mondiaux, ne sera pas suffisant pour être considéré comme étant domicilié fiscalement aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on va regarder? On va vouloir savoir, est-ce que cette personne est là pour rester? Un des critères, parmi d'autres, c'est son statut d'immigration. Une personne qui a un visa, il n'est pas là pour rester. Donc, il pourrait être considéré comme étant non domicilié fiscalement, donc non résident fiscal d'un point de vue des successions et donations. Une personne qui a une carte verte, ce sera un des critères, mais ce n'est pas le seul. Ça peut être aussi, vous pouvez avoir tout votre patrimoine aux États-Unis. Même avec un visa, on pourrait être considéré comme étant domicilié. Donc, on va regarder un certain nombre de critères pour savoir si on est domicilié fiscalement ou pas aux États-Unis. Faut bien comprendre. Donc, de là, ça, c'est le droit interne de chaque pays. Mais comment ça se passe dans le cadre des conventions fiscales? Dans le cadre de la convention fiscale qui a été signée entre la France et les États-Unis, il y a un critère qui est simple, qui est acté, c'est le domicile fiscal de la personne qui est décédée. C'est-à-dire que demain, je vais me retrouver dans une situation où je suis domicilié fiscalement aux États-Unis, mes enfants habitent en France. Donc, n'oubliez pas, en droit interne, la France pourrait me dire mes enfants vont être taxés sur leur patrimoine mondial qu'ils vont percevoir de ma part parce qu'ils habitent en France. La convention fiscale va me dire c'est uniquement le pays de domicile de la personne qui décède. Donc, dans ce cas de figure-là, la convention fiscale va être assez simple. En fait, elle va dire le seul cas de figure où la France va pouvoir taxer une personne dans le cadre d'une succession, c'est le cas où les biens immobiliers y sont situés.
je suis demain domicilié fiscalement aux États-Unis, je décède, j'ai que du patrimoine américain, mes enfants sont en France, mais pas seulement mes enfants, ça peut être, on va parler après, il n'y a pas de lien de parenté forcément, ça peut être des neveux et des nièces. Si j'ai mon patrimoine qui est ici, il sera taxable au regard de la fiscalité américaine. Rien ne sera taxable au regard de la fiscalité française tant que je n'ai pas de bien immobilier situé sur le territoire français. C'est pour ça que vous voyez ce petit schéma à la base ici, c'est-à-dire que la petite tour Eiffel, c'est là, c'est en France, et la statue de la liberté, c'est ce qui est taxable aux États-Unis. Donc moi, aujourd'hui, je suis domicilié fiscalement aux États-Unis. Immobilier en France, euro, taxable en France. Cash en France, ça sera taxable qu'aux États-Unis. Tout ce qui est aux États-Unis, bien évidemment, sera taxable aux États-Unis. Donc, il faut bien comprendre cette notion-là. On avait une cas avant que la session commence d'un monsieur qui, lui, est résident fiscal américain, habite en France. Sa question, c'était « J'ai des nièces qui habitent aux États-Unis. J'ai des nièces qui habitent en France. Si demain je décède, qu'est-ce qui se passe sur la succession ?» Dans le cas de ce monsieur, s'il n'a rien en France, il n'a pas d'immobilier français, tout sera taxable au regard de la fiscalité américaine qui sera considérée comme étant domicilié fiscalement aux États-Unis. Donc, il déclarera son patrimoine mondial aux États-Unis. Donc, comment ça se passe du côté français ou américain? À gauche, on va parler de la fiscalité, les régimes d'abattement du côté français. Donc, en France, on a la possibilité de donner tous les 15 ans, soit en ligne directe. Alors, en ligne directe, c'est par enfant, 100 000 euros. Alors, c'est tous les 15 ans. Il faut attendre après 15 ans pour que ça se remette à zéro. Frères et sœurs, vous l'avez ici également. Également, dans le cadre d'un conjoint, n'oubliez pas qu'en France, quand on fait une donation, on ne peut pas donner autant qu'on veut dans le cadre d'une donation. On est limité à 80 724 euros tous les 15 ans. En revanche, au décès, et ça c'est très important, justement, tout à l'heure Guillaume et Valérie en parlaient, de savoir qui va toucher quoi au moment du décès. Par exemple, en France, le conjoint survivant n'est pas taxable en France. C'est un petit peu comme aux États-Unis lorsqu'on est américain, donc il y a une exonération totale, mais ce n'est pas le cas du vivant. Donc attention là-dessus aussi également. On peut donner également aux petits-enfants, aux enfants ou arrière-petits-enfants, et vous avez le droit à un certain nombre d'abattements. Ça, c'est du côté gauche. Du côté droit, aux États-Unis, plusieurs avantages. On a un abattement qui est assez conséquent aux États-Unis, qui est de 12 900 20 000 dollars en 2023. Donc, je peux donner soit de mon vivant, soit à mon décès, une enveloppe globale de 12 900 000 dollars. Donc, j'ai donné de mon vivant 1 million de dollars à mes enfants. Au moment de mon décès, il restera 11 920 000 dollars à transmettre à mes enfants sans payer d'impôts. Vous voyez l'importance également de la fiscalité aux États-Unis sur la succession, jusqu'à 12 920 000 dollars. Je ne paie pas de patrimoine, je ne paie pas de taxation. Bien évidemment, pour un couple, ça fait x2. Donc, ça fait quasiment 26 millions de dollars pour un couple. Ça, c'est un avantage fiscal. Quand on est domicilié fiscalement aux États-Unis, attention, ça, c'est sous la condition que je suis considéré comme étant domicilié fiscalement aux États-Unis. Même si j'habite aux États-Unis, j'insiste bien, et que je ne suis pas considéré domicilié fiscalement aux États-Unis, je ne bénéficie pas de cet abattement. Mais c'est là où j'ai la convention fiscale qui rentre en jeu. En droit interne américain, il faut savoir qu'une chose, c'est que lorsqu'on est non domicilié fiscalement aux États-Unis, le seul abattement qu'on a en théorie, c'est 60 000 dollars. Donc demain, je décède, je laisse un bien immobilier sur le sol américain qui vaut 1 million de dollars. J'aurai un abattement de 60 000. Sur le reste, j'aurai une taxation, je vais vous montrer les taux après, qui est assez conséquente. Grâce à la convention fiscale, très important, grâce à la convention fiscale franco-américaine, je vais pouvoir bénéficier d'un abattement qui pourra aller jusqu'à 12 920 000 dollars. Donc, au lieu de 60 000 dollars, je peux avoir 12 920 000 dollars grâce à cette convention fiscale. On va en fait calculer en gros un ratio, c'est-à-dire qu'on va dire quel est mon patrimoine américain versus son patrimoine mondial. Par exemple, j'ai un bien immobilier qui vaut 1 million de dollars aux États-Unis. L'ensemble de mon patrimoine mondial vaut 10 millions. Donc, ça veut dire que 10% de mon patrimoine est situé aux États-Unis. À ces 10%, on va appliquer l'abattement auquel a le droit un domicilié fiscalement classique aux États-Unis, un domicile américain, 12 920 000 dollars. Donc, ça veut dire 10% fois 12 920 000, il se retrouve être exonéré à hauteur de 1 292 000 dollars aux États-Unis d'impôts sur les successions sur son patrimoine immobilier américain. Donc, même si je suis dans un cas où je suis non domicilié, et tout à l'heure, Valérie en parlait tout à l'heure, c'était important en fait. Même si je suis non domicilié, c'est là où les successions peuvent être très importantes parce qu'il faut faire jouer la convention fiscale. Si vous ne faites rien, on vous donnera qu'un abattement de 60 000 dollars. Vous voyez la différence, c'est assez colossal. Du vivant, aux États-Unis, chaque année, vous pouvez donner jusqu'à 17 000 dollars à qui vous voulez. Il n'y a pas de lien de direct de parenté. Là, c'est pareil, j'insiste bien, tous les abattements qui sont donnés aux États-Unis à l'opposé de la France, c'est vous donner à qui vous voulez. On ne parle pas d'enfants, on ne parle pas de ligne directe, on ne parle pas de ligne directe, vous donnez à qui vous voulez.
Donc, je peux donner chaque année, sans faire de déclaration de donation, 17 000 $ par personne. Donc, pour un couple, ça fait 34 000. Donc, c'est assez conséquent. Il ne faut pas hésiter à l'utiliser quand on est aux États-Unis, qu'on soit résident ou non résident. Il ne faut pas hésiter à utiliser cet abattement fiscal parce que c'est toujours ça de transmettre à ses enfants sans rentrer dans un système d'abattement. Donc, ça, c'est assez conséquent. Également, tout ce que vous donnez à votre conjoint américain qui a le passeport américain par défaut, que ce soit par donation ou succession, vous avez une déduction illimitée. Je donne ce que je veux à mon conjoint, par exemple à mon épouse, à partir du moment où elle est américaine, que ce soit de mon vivant ou à mon décès, je lui ai ce que je veux sans payer d'impôt, abattement total. Hein, ce qui n'était pas le cas en France. Hein. Vous n'oubliez pas, en France, et quand on est en France, donation, c'est 80 724 € que je peux donner. C'est au décès où j'ai une exonération totale. Hein. Donc, bien comprendre cette partie-là. Si mon conjoint n'est pas américain, je peux lui donner aux États-Unis jusqu'à 175 000 $ par an. C'est toujours mieux quand même que tous les 15 ans, mais 175 000 $ par an, je peux donner à mon conjoint cet abattement-là. À mon décès, grâce à la convention fiscale, même si mon conjoint n'est pas américain, on va me donner un abattement supplémentaire de 12 920 000 $ sur ce que je laisse à mon conjoint. Ça veut dire que à mon décès, même si j'ai un patrimoine par exemple de 20 millions de $, normalement en théorie, je suis au-dessus des 12 920 000 $. Sauf que je peux donner 12 920 000 dans le cas d'un abattement classique, grâce à la convention fiscale, et je peux rajouter, grâce à la convention fiscale, si je donne à mon conjoint survivant jusqu'à 12 920 000 $ également en étant exonéré. Donc, ça fait quasiment 26 millions de $ d'exonération. Donc, ça, c'est intéressant. On parle de taux d'imposition. Donc, après application de tous les abattements, à gauche de l'écran, vous avez les taux en France, qui vont de 5% jusqu'à 45%, vous voyez. Le gros différentiel qu'on a entre la fiscalité des successions aux États-Unis et en France, c'est qu'en France, c'est par bénéficiaire. Donc, on divise en fait un par part, c'est-à-dire que si vous êtes 4 dans la succession, ces tranches-là, on va les diviser par 4 en fait. Donc, quelqu'un qui a par exemple 1 million de $ d'abattement, il y a 5 enfants, ça fera 200 000 € d'abattement, 200 000 € de patrimoine taxable en France, assujetti au taux dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce ne sera pas dans la tranche d'imposition à 1 million de $. Donc ça, c'est le côté gauche. Mais ça, c'est par enfant, ligne directe. En France, plus on a un lien de parenté éloigné, plus on paie un impôt, et ça paye jusqu'à 60%. À droite, aux États-Unis, lorsqu'on est domicilié fiscalement aux États-Unis, ou même non résident d'ailleurs, comme j'ai après application des abattements, dans le cas d'un résident fiscal après application des 12 920 000 $ d'abattement, je paye ces taux d'imposition. Donc vous voyez que les taux sont quand même on atteint rapidement des taux au-delà de 30%, d'où l'importance, comme je vous ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui n'est pas domicilié fiscalement aux États-Unis, qui n'a pas le droit en théorie à d'abattement, il a le droit qu'à 60 000 $, important de faire jouer la convention fiscale pour avoir l'objet d'un abattement fiscal supplémentaire. Bien comprendre cela. Donc n'oubliez pas cette chose-là, je suis taxable dans le pays de domicile fiscal du défunt. On a une autre question, j'ai une autre question pendant le chat. Une personne, le fils est américain, les parents sont français, le patrimoine est en France, donc domicile fiscal du défunt, taxation dans le domicile fiscal du défunt en France. Il n'y a pas d'immobilier aux États-Unis, donc il n'y a aucune taxation. Aux États-Unis, il y aura une obligation de déclaration de la part du bénéficiaire auprès du fisc américain, mais c'est que de la déclaration. Pas de taxation aux États-Unis, taxation exclusive en France. Également en France, on utilise beaucoup le démembrement. Ça, c'est un outil fiscal qu'on recommande souvent également non résidents fiscaux français. N'oubliez pas qu'en France, on reste taxable, même en tant que non-résident, sur l'immobilier qu'on a sur le territoire français. Donc, tant qu'on peut optimiser la taxation d'immobilier, bien de le faire. Donc, en France, le fait de découper la propriété en deux entre le nu propriétaire, qui est un petit peu le propriétaire du bien immobilier, et la personne qui a le droit d'occuper le bien, de toucher les revenus de son vivant, cette façon de découper le bien, ça vous permet en fait d'être exonéré sur la partie de l'usufruit. Donc aujourd'hui, vous êtes dans une tranche d'imposition, dans une tranche d'âge entre 50 et 60 ans. Si vous donnez un bien immobilier en France qui vaut 1 million €, ça fait une donation de 500 000 €. Derrière, je vous ai dit, vous aviez le droit de donner 100 000 € tous les 15 ans par enfant. Donc imaginons, vous êtes un couple, vous avez 2 enfants, vous pouvez donner jusqu'à 600 000 € parce que ça fait 200, ça fait 400. Donc vous pouvez donner jusqu'à 600 000 €, enfin 3 enfants, pardon. Et donc dans le cas des 600 000 €, je donne un bien immobilier de 1 million d'euros, je donne la nue propriété, ça fait 500 000. J'ai le droit à un abattement de 200 000 € par enfant, j'ai 3 enfants, ça fait 600 000 €. Je suis exonéré de droits sur les donations. Par contre, il faut tout enregistrer, bien évidemment, auprès de Guillaume, avec Guillaume. Et derrière,
dans le cas du décès, l'usufruit s'éteint. Donc, je peux transmettre un bien immobilier qui vaut 1 million d'euros, entre guillemets, pour 500 000, et plus, le bien va grandir au fur et à mesure des années. Donc, c'est bien d'utiliser cet outil fiscal en France, qui est le démembrement, parce qu'il faut toujours, il est toujours recommandé, et je suis sûr que également Guillaume le recommandera dans beaucoup de cas. Attention à une notion, ça c'est, je conclue souvent sur cela, attention à une notion qui est la notion de cover d'expatriate aux États-Unis. Une des choses qu'on ne sait pas quand on est français, qu'on a eu sa carte verte, son passeport américain, on se dit je vais rentrer vivre en France. J'ai vécu toute ma vie aux États-Unis, je rentre vivre en France. Je n'ai pas envie de m'enquiquiner à continuer à faire mes déclarations fiscales, parce que comme j'ai une carte verte, j'ai un passeport américain, je reste résident fiscal américain dans toute ma vie, je vais devoir continuer à payer mes impôts aux États-Unis. Je n'ai pas envie de faire ça. Je veux rendre mon passeport américain. Il y a une option qui existe aux États-Unis, qui est la notion de cover d'expatriate, qui dit la chose suivante. Une personne qui rend son passeport américain ou une carte verte qui détient depuis au moins 8 ans, et que cette personne a un patrimoine mondial supérieur à 2 millions de dollars. Quand je dis patrimoine mondial, on compte tout. L'immobilier en France, l'immobilier aux États-Unis, les actions en France, les actions aux États-Unis, les retraites en France et les retraites aux États-Unis. Donc, quand on est proche de la retraite, en général, on n'est pas loin de ces 2 millions de dollars, surtout avec de l'immobilier. Et on dit la chose suivante, c'est que cette personne-là, ok, elle peut rendre sa carte verte. Elle a entre guillemets une exit tax, on appelle ça une expatriation tax à payer. Mais surtout que cette personne va être considérée comme un cover d'expatriate. Et une des conséquences fiscales d'une personne qui est cover d'expatriate, c'est s'il a des enfants qui lui restent américains, restent vivre aux États-Unis, parce que lui vos enfants ont fait toute leur vie aux États-Unis. Eux, malheureusement, vous allez les punir parce que sur toutes les donations futures qu'ils vont percevoir de votre part, en tant que cover d'expatriate, ils vont devoir payer un impôt sur les donations au fisc américain. Là, c'est une des exceptions où c'est le bénéficiaire qui est taxé sans bénéficier de l'abattement. On part de quelque chose où au départ, on a 12 920 000 dollars à un autre système où on est à 0 d'abattement. Donc, faites attention, certains d'entre vous, si vous souhaitez rendre votre passeport américain ou votre carte verte, vous pouvez retrouver une situation où vos enfants, si vous ne leur avez pas transmis de patrimoine, vont pouvoir être punis, même si vous n'habitez plus aux États-Unis, à partir du moment où vos enfants, eux, restent résidents fiscaux américains, parce qu'en fait, ils ont un passeport américain, une carte verte, par exemple, et qu'ils habitent aux États-Unis. Valérie a parlé tout à l'heure de l'importance des différentes structures. J'insiste sur les trusts. Un trust révocable, en termes de fiscalité, un trust révocable n'a aucun avantage au niveau de la fiscalité. C'est vraiment purement du juridique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la fiscalité américaine, quoi qu'il arrive, votre succession sera taxable au moment de votre décès, puisque par définition, c'est révocable. Donc, dans un trust, même si vous mettez votre patrimoine à votre décès, il sera toujours taxable. Mais en règle générale, quand un patrimoine est inférieur à 12 920 000 dollars, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de problème. Autant faire ce trust-là, puisque vous le contrôlez quand même toujours. Ou alors un trust irrévocable. C'est un petit peu comme en France, le système quand on démembre une propriété. C'est-à-dire que là, vous donnez la propriété dans un nouveau véhicule juridique. Ce n'est plus votre propriété à vous. Donc, normalement, vous ne pouvez pas venir en arrière. En revanche, vous effectuez une donation au moment où vous constituez ce trust, puisque c'est irrévocable. S'il faut payer un impôt à ce moment-là, vous payez un impôt à ce moment-là sur les donations. Mais par contre, à votre décès, ce patrimoine, s'il a doublé de valeur, triplé ou quadruplé, il ne sera pas taxable aux successions du côté américain. N'oubliez pas les formulaires qu'il faut connaître. Aux États-Unis, par exemple, les formulaires de succession, c'est le 706, c'est quand on est domicilié fiscalement aux États-Unis, qu'on déclare son patrimoine mondial, c'est sa déclaration de succession américaine. Le 3520, c'est un formulaire important, c'est si parmi vous, comme j'ai évoqué dans l'exemple de tout à l'heure d'une personne, si vous avez touché une succession d'un non-résident fiscal, donc dans votre cas, vous, j'habite aux États-Unis, je suis résident fiscal américain et je touche une succession d'un non-résident fiscal américain, par exemple vos parents qui habitent en France, ils sont taxés encore une fois, eux, sur la succession en France, pas d'imposition aux États-Unis, mais obligation de déclaration aux États-Unis de cette donation sur ce formulaire 3520. Et en France, pareil, en France, même si on pourrait se retrouver dans une situation où vous allez vous retrouver exonéré d'imposition en France, par exemple, on est dans le cas où il y a un bénéficiaire qui est situé sur le territoire français. Grâce à la convention fiscale, pour faire valoir cette convention fiscale, il va falloir déposer un formulaire parce que normalement, le bénéficiaire, comme j'évoquais tout à l'heure, il devrait être taxable sur une partie de son patrimoine en étant bénéficiaire résident fiscal français. Pour faire jouer la convention fiscale entre la France et les États-Unis, on va devoir déposer un formulaire fiscal en France pour dire j'ai touché une donation d'un résident fiscal américain, mais en conformité avec la convention fiscale, je ne suis pas exonéré, je suis exonéré de droit en France, dès lors que, bien évidemment, il n'y avait pas de patrimoine immobilier situé sur le territoire français. Donc, n'oubliez pas, utiliser tous les véhicules, toujours bien vous entourer, comme on dit Valérie et Valérie Guillaume, c'est très, très important
de comprendre les conséquences de tout ce que vous faites. Et bien évidemment, le juridique a toujours une conséquence sur la fiscalité. En fonction de l'endroit, vous allez vouloir choisir la partie juridique qui va être taxée sur quoi. C'est vrai que si vous êtes du côté américain, vous avez une flexibilité sur une certaine partie de votre patrimoine. Quelles sont les conséquences fiscales également? Pareil du côté français, parce que comme j'ai évoqué tout à l'heure, du côté français, il ne faut pas oublier que ce que vous laissez à votre conjoint n'est pas assujetti au droit sur les successions. En revanche, ce n'est pas le cas aux enfants si c'est de l'immobilier qui est en France. Donc, bien y réfléchir, de toujours penser au démembrement, de bien s'entourer. Attention aux trusts, parce que les trusts, si vous avez des enfants qui sont, eux, en France, le bénéficiaire d'un trust doit faire des déclarations en France, hein, très important de le faire. Donc, c'est un outil juridique qui peut être, dans certains cas, assez dangereux si vous ne maîtrisez pas bien. Donc, attention, vous pouvez perdre l'avantage fiscal d'utilisation du trust si un jour, notamment, vous souhaitez retourner en France, hein, puisqu'on ne reconnaîtra pas ce trust, la problématique de ce trust-là. Bien étudier les conséquences fiscales si là aussi, un jour, en cas de retour en France, vous souhaitez abandonner votre carte verte, votre passeport, je vous ai bien évoqué tout à l'heure, attention à la notion de quota d'expatriate. Et toujours dans chaque opération, pensez bien en formalité française et américaine, quand vous en avez, surtout quand vous avez soit des héritiers qui sont situés en France ou aux États-Unis, soit du patrimoine, surtout du patrimoine immobilier qui est situé en France ou aux États-Unis, de bien anticiper. Voilà, normalement. Parfait. Bon. Merci beaucoup à tous nos intervenants hein, pour cette conférence passionnante. Alors juste peut-être une petite question, Daniel qui nous a demandé, donc là c'est vraiment un cas concret hein, d'une hypothèse de donation. Je suis française, domiciliée fiscalement aux États-Unis. Est-ce que je peux faire une donation? Alors plutôt, quelles seraient les conséquences de faire une donation de 80 000 € de mon compte en France à mes enfants américains? Ça c'est plutôt peut-être pour toi Olivier. Comme je l'évoquais tout à l'heure, alors normalement, dans le cadre de la convention fiscale, normalement en droit interne français, ça doit faire l'objet normalement d'une déclaration, sauf qu'il y a une exonération de 100 000 €. Mais dans le cadre de la convention fiscale, le numéraire est taxable dans le pays de domicile de la personne qui donne, et donc auquel cas il faudra le déclarer aux États-Unis, assujetti à un abattement de 12 920 000 $. Mais en revanche, attention, si en France, il faudra certainement déclarer, et ça Guillaume, je te laisserai confirmer, mais il faudra certainement faire une déclaration en France pour faire valoir en fait l'exonération de ses droits du côté français. Mais dans le cadre de la convention fiscale, ce sera taxable dans le pays de domicile de la personne qui donne, et donc dans le cadre de la convention fiscale, ce sera taxable aux États-Unis, même si ça fait l'objet d'une exonération dans le cadre des abattements. Donc 17 000 et tout ce qui dépasse 17 000, ça empiète sur les 12,9 millions. Oui Guillaume. Et effectivement, en France, on va matérialiser cette donation qui ne sera pas taxable en France, mais on la matérialise par un enregistrement auprès de l'administration fiscale pour effectivement avoir un coup de tampon et avoir le blanc-seing d'administration sur le fait que l'opération n'est pas taxable. Et c'est intéressant si la personne des États-Unis compte revenir un jour en France éventuellement. Enfin, en gros, l'administration a dans ces petits papiers le fait que la donation qui a été faite à l'époque, qui n'était pas taxable, n'était bien effectivement pas taxable. Et tout ça est bien formalisé. Parfait, très bien. Je crois que pas de questions supplémentaires, sauf erreur de ma part. Guillaume, tu as répondu à Monsieur Griff, on lui a répondu. Oui, Monsieur Griff, alors effectivement, comme l'a dit Valérie, il n'y a pas de réserve en droit de Floride des enfants. On l'a vu, le droit successoral français trouverait à s'appliquer sur le bien immobilier français avec la notion de réserve, mais on l'a vu également qu'il était possible de faire un choix de loi successoral. Donc vous pourriez, dans le testament de Valérie, testament américain, faire le choix du droit successoral américain de l'État de Floride pour régir votre transmission, donc pas de réserve des enfants, sauf que, j'en ai pas parlé là parce qu'on partirait pour des heures de discussion, il y a une loi en France qui a été votée il y a 3 ans qui vise à faire en sorte que, justement, quand une loi étrangère s'applique et qu'elle ne connaît pas de mécanisme de réserve, eh bien potentiellement les enfants peuvent contester ce choix de loi et récupérer leur part de réserve. Bon. C'est un texte qui est totalement inconstitutionnel, contraire au règlement européen, contraire à tout ce qu'on veut, mais aujourd'hui il est là et tant qu'il n'est pas supprimé, il faut faire avec. Mais donc voilà, donc à discuter effectivement. Mais comme je l'ai dit, hein, les enfants ont l'action en réduction, mais qui n'est pas automatique. Hein, c'est vraiment au bon vouloir des enfants. Et s'ils veulent laisser le papa transmettre le bien à maman, ce n'est pas un problème si les enfants sont d'accord.
Très bien, parfait. Écoutez, je pense que ce sera le mot de la fin. En tout cas, merci encore à tous nos intervenants pour justement cette conférence. Merci à tous. Et puis, n'hésitez pas à nous retrouver sur les autres conférences aussi, symposium avec la FACC sur d'autres sujets, Crédit Score là, qui vient de commencer. À très bientôt. Et puis, merci encore à chacun d'entre vous. Merci Betty. Au revoir. Au revoir.